L'héritage de la reine Elisabeth II. Depuis son décès le 8 septembre 2022, le monde entier spécule sur la répartition de sa fortune colossale. Des bijoux scintillants aux châteaux emblématiques, en passant par des décisions inattendues qui pourraient bouleverser la famille royale, le testament d'Élisabeth II est enveloppé de mystères. Pourquoi les testaments royaux restent-ils scellés pendant des décennies? Qui héritera de la plus grande part de sa richesse? Et comment ces choix pourraient-ils redéfinir les traditions séculaires de la monarchie britannique? Restez avec nous pour démêler ces intrigues, découvrir des révélations surprenantes et explorer les tensions familiales qui secouent Buckingham Palace. Préparez-vous à un voyage captivant dans les coulisses de la royauté. Les traditions de l'héritage royal. L'héritage au sein de la famille royale britannique a toujours été un sujet brûlant, entouré de mystères et de spéculations. Contrairement aux testaments ordinaires, qui sont rendus publics au Royaume-Uni, les testaments royaux bénéficient d'une confidentialité exceptionnelle. Depuis le début du XXe siècle, une tradition unique stipule que les dernières volontés des monarques et de leurs conjoints sont scellées pendant 90 ans. Par exemple, le testament du prince Philippe, époux d'Élisabeth II, ne sera pas dévoilé avant 2111. Cette pratique, instaurée pour protéger la vie privée de la famille royale, alimente les curiosités et les théories les plus folles. Mais d'où vient cette tradition? Tout commence en 1910, lorsque la reine Marie de Teck, grand-mère d'Élisabeth II, demande que son testament reste confidentiel pour éviter les scandales familiaux. Cette décision a créé un précédent, appliqué systématiquement depuis. Pourquoi tant de secrets? Les testaments royaux ne se contentent pas de répartir des biens matériels. Ils reflètent des choix stratégiques, des préférences personnelles et parfois des messages codés destinés à façonner l'avenir de la monarchie. Par exemple, un monarque pourrait privilégier un héritier pour renforcer sa position dans la ligne de succession ou exclure un membre de la famille pour des raisons politiques ou personnelles. Ces décisions, si elles étaient rendues publiques, pourraient déclencher des controverses médiatiques et des tensions internes. En scellant les testaments, la couronne préserve une image d'unité, même si, en coulisses, les rivalités bouillonnent. Prenons l'exemple d'Élisabeth Bouillon, la reine-mère décédée en 2002. Son testament, comme celui de sa fille Élisabeth II, reste sous scellé. Cependant, des fuites ont révélé qu'elle avait créé un trust pour ses petits-fils, William et Harry, leur garantissant une somme considérable à l'âge de 25 ans. Ce type de legs, bien que généreux, montre que même les testaments scellés peuvent avoir des répercussions publiques. La confidentialité protège également les monarques des pressions externes pendant leur règne. Imaginez un roi ou une reine contraint de justifier ses choix testamentaires de son vivant, cela pourrait compromettre leur autorité. Mais cette opacité a un coût. Les spéculations incessantes sur les héritages royaux alimentent les tabloïds et les réseaux sociaux. Depuis le décès d'Élisabeth II, des rumeurs circulent sur des décisions inattendues dans son testament, notamment sur la répartition de ses biens personnels, estimés à plus de 500 millions de dollars. Des châteaux comme Balmoral aux bijoux inestimables, chaque legs est scruté par les observateurs royaux. Cette tradition de secret, bien qu'historique, soulève des questions modernes. Dans une ère de transparence, la monarchie peut-elle se permettre de garder ses secrets? Et comment ces choix testamentaires influencent-ils la dynamique familiale? Nous y reviendrons, mais d'abord, explorons la fortune colossale laissée par la reine. La fortune d'Élisabeth II. La reine Élisabeth II n'était pas seulement une icône mondiale, elle était aussi l'une des femmes les plus riches de la planète. À sa mort, sa fortune personnelle est estimée à environ 500 millions de dollars par The Sunday Times, une somme impressionnante qui inclut des domaines privés, des bijoux précieux et une collection d'œuvres d'art uniques. Mais pour comprendre l'ampleur de son héritage, il faut distinguer deux catégories principales, les biens personnels et le Crown Estate. Les biens personnels d'Élisabeth II incluent des propriétés emblématiques comme le château de Balmoral, en Écosse, où elle a passé ses derniers jours, et Sandringham House, dans le Norfolk, un lieu cher à la famille pour les célébrations de Noël. Ces domaines, bien qu'ils aient une valeur sentimentale immense, représentent aussi une fortune immobilière considérable. Balmoral, par exemple, est estimé à environ 100 millions de dollars, avec ses vastes terres et son histoire royale. Sandringham, quant à lui, est évalué à près de 65 millions de dollars. À cela s'ajoutent des bijoux personnels, dont une collection de 300 pièces d'une valeur de 110 millions de dollars, ainsi que des œuvres d'art, des chevaux de course et même une collection de timbres à hériter de son grand-père, le roi George V. Mais la fortune personnelle n'est qu'une partie de l'équation. Le Crown Estate, un portefeuille immobilier colossal évalué à 42 milliards de dollars, constitue l'autre pilier de la richesse royale. Ce domaine, qui inclut des monuments comme Buckingham Palace et le château de Windsor, n'appartient pas directement à la famille royale.
Il est détenu en fiducie pour la nation, avec le monarque régnant agissant comme gardien. Les revenus du Kroonestad, qui ont atteint 361 millions de dollars en 2021, sont versés au Trésor britannique, mais une partie, 25%, finance le Sovereign Grant, une allocation publique qui couvre les dépenses officielles de la monarchie, comme l'entretien des palais, les salaires du personnel et les déplacements royaux. Le duché de Lancaster, un autre actif clé, mérite une attention particulière. Évalué à 654 millions de livres, ce domaine privé fournit un revenu annuel d'environ 20 millions de livres au monarque régnant. Pour Élisabeth II, ses fonds ont soutenu son train de vie et ses activités caritatives. À sa mort, le duché est passé au roi Charles III, qui en tire désormais des revenus substantiels. Contrairement au Kroonestad, le duché de Lancaster est un bien privé, mais le monarque paie volontairement l'impôt sur le revenu de ses fonds, une pratique instaurée par Élisabeth II en 1993 pour répondre aux critiques sur la transparence fiscale. Un aspect unique de l'héritage royal est l'exemption des droits de succession. Grâce à un accord de 1993, les biens transmis d'un souverain à l'autre ne sont pas soumis à la taxe de 40% qui s'applique aux citoyens ordinaires. Cet arrangement, détaillé dans le Memorandum of Understanding on Royal Taxation, considère que certains actifs, comme le Kroonestad, appartiennent au souverain en tant que monarque et non en tant qu'individu privé. Cela permet à Charles III d'hériter de la fortune personnelle de sa mère, argent, bijoux, chevaux sans impôt. Cependant, cette exemption suscite des débats. Est-il juste que la monarchie bénéficie d'un traitement fiscal privilégié dans une société moderne? Enfin, il ne faut pas oublier les actifs symboliques, comme le titre de protecteur des cygnes, baleines et dauphins dans les eaux britanniques, un rôle hérité par Charles III. Bien que ce titre n'ait pas de valeur financière directe, il incarne le prestige et la tradition de la monarchie. La fortune d'Élisabeth II, qu'elle soit matérielle ou symbolique, est donc un mélange complexe de richesses privées, d'actifs publics et de privilèges historiques. Mais qui en héritera? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Les héritiers et les exclus. L'un des aspects les plus fascinants du testament d'Élisabeth II est la répartition de ses biens personnels. Selon les premières fuites, relayées par des sources proches du prince William, la reine aurait pris des décisions surprenantes, suscitant des tensions au sein de la famille royale. Qui sont les heureux élus et qui risquent d'être laissés pour compte? Plongeons dans ce drame royal. Le roi Charles III, en tant que nouveau monarque, hérite automatiquement de certains actifs clés, comme le duché de Lancaster, qui lui assure un revenu annuel confortable. Mais les spéculations se concentrent surtout sur les biens personnels, comme Balmoral et Sandringham. Ces domaines pourraient revenir aux enfants cadets d'Élisabeth II, la princesse Anne, le prince Andrew ou le prince Édouard. La princesse Anne, connue pour son dévouement à la monarchie, est souvent citée comme une candidate probable pour Balmoral, un lieu qu'elle affectionne particulièrement. Cependant, aucune confirmation officielle n'a été faite et les rumeurs continuent de circuler. Le prince William, désormais prince de Galles, est un autre acteur central. Il a hérité du duché de Cornouailles, un domaine privé évalué à 1,2 milliard de dollars qui finance ses activités publiques et privées. Créé en 1337 pour soutenir l'héritier du trône, ce duché génère des revenus grâce à des terres agricoles, des propriétés urbaines et même des cottages en location au pays de Galles. En 2022, il a rapporté 24 millions de livres, offrant à William et à sa femme, Kate Middleton, une indépendance financière considérable. Mais ce n'est pas tout. Les fuites suggèrent que William pourrait également bénéficier d'une part importante des biens personnels de la reine, renforçant son rôle d'avenir roi. Kate Middleton, désormais princesse de Galles, est au cœur des spéculations. Selon des sources, Élisabeth II aurait modifié son testament dans ces derniers mois pour transmettre une grande partie de sa collection de bijoux personnels, évaluée à 110 millions de dollars, à Kate. Cette collection inclut 300 pièces uniques, comme des diadèmes, des colliers et des broches ayant appartenu à la reine. Cette décision aurait provoqué des tensions avec Camilla, la reine consort, qui aurait perçu cela comme une faveur envers Kate. Cependant, un bijou emblématique échappe à Kate. Le diadème de la princesse Diana, porté lors de son mariage avec Charles, serait destiné à la princesse Charlotte, la fille de William et Kate. Ce legs symbolique souligne l'importance de Charlotte dans la lignée royale. Mais tous les membres de la famille ne sont pas aussi favorisés. Le prince Harry, qui a renoncé à ses fonctions royales en 2020, semble être l'un des grands exclus. Bien qu'il ait hérité d'une somme de 10 millions de dollars de sa mère, la princesse Diana, à l'âge de 25 ans, il ne devrait recevoir que des legs mineurs du testament d'Élisabeth II, comme des objets personnels ou de petits cadeaux symboliques. Cette exclusion reflète sa décision de se distancer de la monarchie. Harry et sa femme, Meghan Markle,
ont cherché à devenir financièrement indépendants, notamment grâce à des contrats avec Netflix et Spotify. Le roi Charles, respectant ce choix, aurait redirigé toute demande de soutien financier de Harry vers des fonds privés, plutôt que de puiser dans les ressources royales. Cette dynamique met en lumière les tensions familiales. Lors des funérailles de la reine, William et Harry ont assisté ensemble à l'éloge funèbre à Aberdeen, mais l'absence notable de Meghan et Kate a souligné les fractures au sein de la famille. Les choix d'Élisabeth II, même s'ils restent secrets, pourraient accentuer ces divisions. Par exemple, le prince Andrew, autrefois considéré comme le fils préféré de la reine, pourrait également être écarté en raison de son implication dans le scandale Jeffrey Epstein. Sa réputation ternie a réduit ses chances d'hériter de biens significatifs, malgré son lien étroit avec sa mère. L'héritage d'Élisabeth II ne se limite pas à l'argent ou aux propriétés. Il s'agit aussi de transmettre un legs symbolique, celui de la monarchie elle-même. William et Kate, en tant que futurs rois et reines, semblent être les principaux bénéficiaires, consolidant leur rôle dans l'avenir de la couronne. Mais ces choix testamentaires pourraient-ils redéfinir les relations familiales pour les décennies à venir? Nous explorons cet aspect dans la prochaine partie. Les finances royales et leur impact. La richesse de la famille royale britannique fascine autant qu'elle divise. D'où vient cet argent et comment finance-t-il une institution qui, pour beaucoup, semble ancrée dans une autre époque? Pour répondre à ces questions, examinons les trois principales sources de revenus de la monarchie, le Crown Estate, le duché de Lancaster et le Sovereign Grant. Chacune joue un rôle distinct, mêlant richesse privée, financement public et responsabilité nationale. Le Crown Estate est un mastodonte immobilier évalué à 16,5 milliards de livres en 2022. Ce portefeuille inclut des propriétés emblématiques comme Buckingham Palace, le château de Windsor et une grande partie du West End de Londres. Il possède également le lit de la mer et près de la moitié du littoral britannique, générant des revenus grâce à des parcs éoliens offshore et des baux commerciaux. Cependant, la famille royale ne possède pas ses actifs à titre personnel. Le Crown Estate est géré en fiducie pour la nation, et ses profits, qui ont atteint 361 millions de dollars en 2021, sont versés au Trésor britannique. Une partie de ces fonds est ensuite redistribuée à la monarchie via le Sovereign Grant. Le Sovereign Grant, introduit en 2012 pour remplacer la Civil List, est la principale source de financement public de la monarchie. Calculé comme un pourcentage des profits du Crown Estate, initialement 15%, puis 25% pour financer la rénovation de Buckingham Palace, il couvre les dépenses officielles, entretien des palais, salaire du personnel et voyages royaux. En 2022 à 2023, le Sovereign Grant s'élevait à 86,3 millions de livres, mais les dépenses totales de la monarchie ont atteint 107,5 millions en raison de l'accession de Charles III et de l'inflation. Pour combler ce déficit, 20,7 millions ont été puisés dans les réserves. Ce système, bien que transparent, suscite des critiques. Certains estiment que le financement public de la monarchie est excessif, tandis que d'autres soulignent son rôle dans le tourisme et l'économie. Le duché de Lancaster, quant à lui, est un domaine privé hérité par le monarque régnant. Évalué à 654 millions de livres, il couvre 18 000 hectares dans des régions comme le Lancashire et le Yorkshire. En 2022, il a généré 20 millions de livres de revenus grâce à des propriétés agricoles, des terres et des sites historiques comme le château de Knaresborough. Bien que ces revenus soient privés, le monarque paie volontairement l'impôt sur le revenu, une pratique instaurée par Élisabeth II pour renforcer la transparence. Charles III, qui bénéficiait auparavant du duché de Cornouailles en tant que prince de Galles, a transmis ce dernier à William, qui en tire désormais des revenus substantiels. Mais la monarchie ne se résume pas à des chiffres. Ses dépenses, bien que scrutées, ont un impact économique significatif. Selon Brand Finance, la famille royale génère des milliards de livres grâce au tourisme, aux événements royaux et à la promotion de la culture britannique. Les funérailles d'Élisabeth II, par exemple, ont coûté 162 millions de livres au gouvernement, mais elles ont attiré une audience mondiale, renforçant l'image du Royaume-Uni. La couronnement de Charles III, estimé entre 50 et 100 millions de livres, a eu un effet similaire. Cependant, des groupes comme République contestent ces bénéfices, estimant le coût annuel de la monarchie à 345 millions de livres, en incluant la sécurité et d'autres dépenses indirectes. Depuis 1993, la monarchie a pris des mesures pour moderniser ses finances. Élisabeth II a introduit le paiement volontaire de l'impôt sur le revenu et les gains en capital, une décision reprise par Charles III. De plus, le roi a demandé en 2024 une réduction du Sovereign Grant à 12% des profits du Crown Estate, redirigeant les fonds excédentaires vers des projets publics comme les parcs éoliens offshore.
Ces efforts reflètent une volonté d'aligner la monarchie sur les valeurs contemporaines de transparence et de responsabilité. Mais suffisent-ils à apaiser les critiques? Nous aborderons cet aspect dans la prochaine partie. Scandale et tensions. L'héritage royal ne se limite pas à l'argent ou aux propriétés. Il est aussi marqué par des drames familiaux et des scandales qui captivent le public. Le testament d'Élisabeth II, bien que scellé, a déjà déclenché des spéculations sur des tensions au sein de la famille. Certains membres, comme le prince Harry et le prince Andrew, semblent écartés, tandis que d'autres, comme William et Kate, sont favorisés. Ces choix reflètent non seulement des décisions personnelles, mais aussi des dynamiques complexes liées à la réputation et au rôle de chacun dans la monarchie. Commençons par le prince Harry. En renonçant à ses fonctions royales en 2020 pour s'installer aux États-Unis avec Meghan Markle, Harry a pris une décision qui a bouleversé la hiérarchie traditionnelle. Bien qu'il ait hérité d'une somme de 10 millions de dollars de sa mère, Diana, via un trust, son exclusion présumée du testament d'Élisabeth II marque un tournant. Les fuites suggèrent qu'il ne recevra que des legs symboliques, comme des objets personnels. Cette décision, bien que logique compte tenu de son retrait, a ravivé les tensions avec William. Lors des funérailles de la reine, les deux frères ont affiché une unité de façade à Aberdeen, mais l'absence de Meghan et Kate a mis en lumière les fractures familiales. Harry, désormais indépendant financièrement grâce à des projets médiatiques, semble avoir accepté cette réalité, mais son exclusion reste un sujet brûlant. Le prince Andrew, quant à lui, est un cas encore plus controversé. Longtemps considéré comme le fils préféré d'Élisabeth II, il était attendu qu'il hérite d'une part significative de ses biens personnels, comme une propriété ou des fonds. Cependant, son implication dans le scandale Jeffrey Epstein a terni sa réputation. Des images le montrant avec Epstein et Ghislaine Maxwell à Balmoral ont alimenté les critiques, et son retrait des fonctions publiques en 2019 a réduit ses chances d'hériter. Bien que la reine ait continué à le soutenir en privé, son testament pourrait refléter une volonté de protéger l'image de la monarchie en limitant les legs à Andrew. Cette exclusion, si elle se confirme, envoie un message clair. Les scandales ont un coût, même pour un prince. Les tensions ne s'arrêtent pas là. La décision d'Élisabeth II de transmettre une grande partie de sa collection de bijoux à Kate Middleton a surpris beaucoup d'observateurs. Camilla, la reine consort, aurait ressenti une certaine amertume, percevant cette préférence comme un désaveu. Pourtant, ce choix pourrait être stratégique. En renforçant la position de Kate, Élisabeth II prépare le terrain pour la future reine consort, consolidant ainsi la lignée de William. Le diadème de Diana, destiné à Charlotte, ajoute une couche symbolique à cette dynamique, reliant la jeune génération à l'héritage de la princesse du peuple. Ces tensions familiales ne sont pas nouvelles. L'histoire de la monarchie est jalonnée de rivalités entre héritiers, comme celle entre Élisabeth II et sa sœur, la princesse Margaret, qui a souvent été éclipsée. Aujourd'hui, les divisions entre William et Harry, ou entre Andrew et le reste de la famille, reflètent des enjeux modernes, la quête d'indépendance, les scandales médiatisés et la pression d'une opinion publique avide de transparence. Le testament d'Élisabeth II, même s'il reste secret, agit comme un miroir de ces dynamiques, révélant les priorités de la reine et les défis auxquels la monarchie doit faire face. Alors, que nous réserve l'avenir? Les choix d'Élisabeth II pourraient redéfinir les relations familiales pour des décennies, tout en posant la question de la pertinence d'une monarchie dans un monde en mutation. Dans notre conclusion, nous réfléchirons à l'héritage global de la reine et à ce qu'il signifie pour l'avenir de la couronne. L'héritage d'Élisabeth II est bien plus qu'une question d'argent ou de propriété. C'est une histoire de tradition, de pouvoir et de famille. En scellant son testament pour 90 ans, la reine a laissé derrière elle un mystère qui continue de captiver le monde. Des châteaux de Balmoral et Sandringham aux bijoux inestimables, en passant par le duché de Lancaster et le Kronestadt, sa fortune illustre la complexité de la monarchie britannique. Mais au-delà des chiffres, ce sont les choix humains et qui héritent, qui est exclu, qui façonnent l'avenir de la couronne. William et Kate semblent prêts à porter le flambeau, tandis que Harry et Andrew naviguent dans des eaux plus troubles. Ces décisions, bien que secrètes, pourraient redéfinir la monarchie pour les générations à venir. Que pensez-vous de cet héritage royal? Les exemptions fiscales sont-elles justifiées? Et la monarchie peut-elle rester pertinente à l'ère de la transparence? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des intrigues de Buckingham Palace. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage royal. À bientôt pour plus de révélations.